Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Scène d'horreur à Moscou. Une fusillade a fait au moins 60 morts et une centaine de blessés dans une salle de concert de l'ouest de la capitale. Cet attentat a été revendiqué par l'État islamique et les informations dont nous disposons, dont nos services disposent, comme nos principaux partenaires, indiquent en effet que c'est une entité de l'État islamique qui a fomenté cet attentat et la mise à exécution. Et depuis, les réactions se succèdent, à commencer par Emmanuel Macron. Et donc, compte tenu de ses ramifications et de ses intentions, par mesure de précaution, mais avec des éléments crédibles et solides, de décider de hausser la posture de Vigipirate. Le chef de l'État a justifié la décision de rehausser le plan Vigipirate en France après cette attaque dans une salle de concert près de Moscou. Ce groupe particulier qui est impliqué, semble-t-il, dans cet attentat, avait conduit ces derniers mois plusieurs tentatives sur notre propre sol. Il y aura une hausse des contrôles, notamment aux abords des lieux de culte, établissements scolaires et lieux publics. Et donc la branche du groupe État islamique impliqué dans l'attentat de Moscou a mené plusieurs tentatives en France ces derniers mois, indique le président Macron. Le gouvernement rehausse donc ce plan Vigipirate au niveau urgence attentat. En Russie, 4 assaillants présumés ont été placés en détention provisoire avec un bilan désormais estimé à plus de 137 morts. Alors parlons vrai, croyez-vous que Moscou marque le retour des attentats de Daesh en Europe? Pensez-vous qu'en France, depuis 2015 et 2016, on a pris toutes les précautions pour protéger les Français? Est-ce que vous avez peur d'un retour des attentats en France? Et à cette question, la France peut-elle être de nouveau une cible pour Daesh? Vous dites oui à 60%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre expert du jour, grand expert, Claude Moniquet, est avec nous, président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité et ancien agent de la DGSE. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. Avant de revenir vers vous, Philippe Bilger, le tour de table de nos vrais voix. On a scrupule, Philippe, à parler de cela devant Claude Moniquet, qui heureusement est notre invité régulier. Moi, j'ai été frappé d'abord par je vais rester dans le sujet, je l'espère un petit peu, c'est le fait que, bien sûr, beaucoup de dictateurs ne tiennent pas compte des avertissements qui leur sont donnés et Poutine n'a pas manqué à cette défaillance puisque il avait été prévenu par les Américains et il a considéré que c'était une manipulation. Donc ce mélange, et donc je comprends bien pourquoi il est fondamental pour lui de dire que l'État islamique n'est pas celui qui a commis ces erreurs à Moscou. Deuxième élément, la conséquence, j'allais dire, tristement bienfaisante de ce qui s'est passé à Moscou, c'est que le degré de protection française va s'amplifier et que des attentats ont déjà été déjoués et que je fais confiance, bien sûr, à nos forces d'autorité pour éviter le pire lors des Jeux Olympiques, en ayant conscience, comme on l'a dit lors de la suspension, que malheureusement, quelqu'un qui veut mourir peut commettre le pire. Joseph Tounel. Il y a deux risques. Il y a un risque externe, c'est Daesh, mais le risque interne, il existe, il est permanent, parce que les attaques au couteau, ça s'est pas arrêté il y a quelques mois ou quelques années. Et on en a beaucoup. Le risque externe, c'est aussi le risque qu'on a sur les frères musulmans, qui eux mettent 1 euro dans la machine tous les jours ou toutes les minutes pour former des gens, pour leur laver le cerveau, pour qu'on les attaque terroristes. Après, nos services font un excellent travail, mais il y aura forcément des trous. On ne peut pas tout prévoir. On peut lutter, on peut essayer de désorganiser. On a des accords avec d'autres pays, et c'est bien, y compris avec les services russes. Nos accords avec les Russes vont encore se renforcer sur la lutte contre le terrorisme, et tant mieux. Mais on sait qu'il n'y a pas de garantie absolue. Jean Dorido. Oui, j'aurais une question en réalité pour notre invité, c'est que bien sûr que le risque d'attentats et d'attaques terroristes islamistes n'a jamais vraiment baissé. En revanche, c'est un fait que Daesh, l'État islamique, n'existe plus. Il a été décapité, je dirais. En Irak et au Levant. Par les forces alliées. Et du coup, là, on a une revendication sur l'attentat de Moscou de Daesh, et j'aimerais
savoir s'il est possible d'avoir une idée de ce que ça représente aujourd'hui en termes de moyens. On sait que projeter un attentat à l'extérieur, ça demande de gros moyens. L'attentat du 13 novembre chez nous avait été préparé de très longue date. Et j'aimerais savoir si on peut évaluer aujourd'hui quels sont les moyens d'Daesh. Ils avaient beaucoup d'argent avec le pétrole. Et qui dirige aujourd'hui et quels sont leurs moyens? Alors, Claude Moniquet, Daesh avait été éradiqué en Irak et au Levant. Maintenant, on parle de Daesh au Khorasan. Le Khorasan, c'est aux confins de l'Iran, de l'Afghanistan, etc. Est-ce que c'est devenu la nouvelle base centrale de Daesh? Et est-ce que Daesh peut ressusciter, on ne le souhaite évidemment pas, en Syrie, en Irak ou ailleurs? Mais Daesh n'est jamais mort. Daesh, ça a été deux choses. Ça a été d'une part le califat avec sa territorialité, Syrie-Irak, une grosse domination sur une grande partie de ce territoire, de ces deux territoires au Moyen-Orient. Mais c'était aussi une idée, celle du djihad. Ils avaient pris la suite d'Al-Qaïda dans la promotion du djihad internationaliste. Et ils ont eu l'intelligence, quand ils avaient cette domination sur la Syrie et l'Irak, de créer ce qu'ils appelaient les vilayats, les provinces. Ils en ont créé en Asie du Sud-Est, ils en ont créé en Afghanistan, le Khorasan. Ils en ont créé en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest. Ils en ont créé dans le Sahel. Et aujourd'hui, ces organisations, aujourd'hui que le califat lui-même a disparu, ces organisations sont toujours porteurs de l'idée et dépositaires, je dirais, du programme. Et probablement d'une partie des fonds. Hein. On estime que la fortune de Daesh, à son apogée, c'était à peu près 3 milliards de dollars. Et tout n'a pas disparu dans les incendies du quartier général à Raqqa ou à Mossoul. De l'argent a transité. On sait aussi que des combattants sont partis. Le ICA a été créé entre autres par des gens qui venaient de Syrie et d'Irak vers 2016-2017. Le ICA, c'est l'État islamique au Khorasan, hein, je le rappelle. Hein. Oui, tout à fait. Tout ça fait qu'effectivement, cette organisation n'est jamais morte. Et aujourd'hui, après effectivement une longue période, quand même de 2017 à aujourd'hui, enfin à vendredi, où on était confronté uniquement à des attaques avec des moyens, de petits moyens, mais quand même létaux, attaques au couteau, voitures béliers, etc., par des sympathisants de Daesh, dont certains n'étaient pas tous très équilibrés d'ailleurs. Aujourd'hui, effectivement, on a le retour de la menace structurelle, de la menace de commandos projetés, lourdement armés, et qui sont arrivés à faire environ 150 morts dans une des capitales les plus surveillées d'Europe, et c'est évidemment un très très mauvais signal. Vous avez peur d'un retour des attentats de Daesh? Vous pensez que nous sommes protégés? Appelez-nous au 0826 300 300. Philippe Bécher. À votre avis, Claude Moniquet, bien sûr, j'ai eu l'occasion de voir un reportage hier soir qui montrait à quel point Daesh n'avait aucun mal à recruter parmi les catégories les plus pauvres des pays. Mais ma question est la suivante. Est-ce que vous avez la certitude ou l'impression que derrière l'État islamique, il y a un dessein très structuré, très programmé sur les lieux d'attentats, les pays atteints? On voit bien pourquoi la Russie de Poutine a été attaquée, on peut le voir, mais est-ce qu'à votre avis, il y a un plan général ou est-ce qu'il profite d'opportunités par exemple, dans les pays où n'importe qui peut se constituer comme tueur avec un couteau? Ou est-ce qu'il y a les deux, une organisation générale et des criminalités individuelles? Je dirais qu'il y a les deux. Alors, avec la chute du califat, ce qui a disparu, c'était la superstructure de Daesh. Daesh, ça a été un État. Ils avaient une administration postale, un ministère de l'enseignement, un ministère des affaires religieuses, des gardes frontières, un service de police, un service de renseignement et un état-major qui réfléchissait. Ça a disparu. Ou en tout cas, ça s'est dispersé dans les différentes vilayats. Donc, il y a des vilayats comme celles qui sont actives en Afrique de l'Est et de l'Ouest. Qu'est-ce que ça veut dire? Les vilayats, c'est quoi exactement? Les vilayats, ce sont les provinces. Les provinces, ok. Donc, ils ont créé ce qu'ils appelaient des provinces, on appelle ça ils appellent ça des vilayats, pour répandre l'idée du califat et pour créer une espèce de califat mondial. Alors, ceux qui sont présents en Afrique de l'Ouest et de l'Est, pour le moment, ont essentiellement des visées régionales. Et d'ailleurs, ils s'en tirent très bien. Il faut voir ce qui se passe au Mozambique, ce qui se passe dans le Sahel, etc. Le ICA, c'est autre chose.
donc l'État islamique au Khorasan, ce qu'on appelle la branche afghane, mais improprement, parce qu'en fait, ça couvre un immense territoire. Le Khorasan, c'était une ancienne province perse qui allait de l'Iran à l'Afghanistan, en passant par le Pakistan, l'Asie centrale, donc c'est un territoire immense. Et eux, fatalement, avec ce territoire immense, ont une vision et des visées beaucoup plus larges, et se trouvent très rapidement en affrontement direct, d'une part avec la Russie, et demain avec l'Europe. Jean Dorido. Oui, pardon, justement, je vous entends parler des vilayats, je vous entends parler de l'EIK. Il y avait, vous l'avez très justement rappelé, toute une structure de l'État islamique à l'époque du califat, à l'époque d'Abou Bakr al-Baghdadi, avec des cadres précisément qui savaient faire du recrutement, qui savaient former des apprentis terroristes, qui savaient les entraîner. On avait connu ça jadis sur d'autres sujets avec des camps d'entraînement au Yémen ou autre. Là, on avait vraiment, j'ai envie de dire, presque une intelligentsia terroriste internationale qui était très structurée. Et quand je vous écoute, j'ai le sentiment que l'EIK, c'est encore à part des vilayats existants actuellement. Et j'aimerais réussir à comprendre que représente aujourd'hui la filière. Sur le recrutement, typiquement, on a parlé en France du Trapistan, par exemple. On avait à Trappes des jeunes qui partaient en Syrie pour s'entraîner, pour devenir terroristes. Est-ce qu'aujourd'hui, on a ce genre de filière qui, je dirais, serait réactivée avec cette espèce de regain de Daesh? Claude Moniquet. Alors, aujourd'hui, effectivement, les circonstances ont changé. C'était assez facile de gagner la Turquie et puis de la Turquie de passer en Syrie et en Irak. C'est plus difficile de se rendre en Afghanistan ou de se rendre dans certaines zones africaines. Donc, on n'a plus cette attractivité, et c'est moins attractif, parce que le grand État islamique a disparu. Donc, mais ils n'ont plus ce besoin. Parce qu'ils ont pardon, j'ai un téléphone qui sonne et que je vais empêcher de sonner. Ils ont, le IK a ses propres combattants. C'est à peu près entre 4 et 7 000 combattants, le IK, qui sont extrêmement bien formés, dont certains sortent des rangs des talibans. Donc, ont combattu les Américains et les Français et les Anglais pendant 10 ou 15 ans. Il y a des volontaires étrangers venus à l'époque de l'Irak et de la Syrie. Et ils ont récupéré aussi des capacités. Je prendrai un seul exemple. L'attentat de vendredi a été revendiqué via les canaux traditionnels de Daesh, y compris l'agence Amaq. L'agence Amaq, dans le temps, elle était à Raqqa. Donc, elle a manifestement peut-être été détruite physiquement, ces murs n'existent plus, mais les gens qui l'animaient existent toujours, et manifestement, qu'ils soient là-bas ou pas, sont liés à l'État islamique au Khorasan. Donc, depuis que j'étudie, ça fait 40 ans à peu près que je m'intéresse à ces mouvements, depuis que je les étudie, ce que j'ai remarqué, c'est la résilience, l'énorme capacité de résilience de la sphère djihadiste et sa capacité à s'adapter de manière opportuniste, comme le disait Philippe Bilger, à de nouvelles situations. Juste avant de donner la parole à Hervé d'Antony, qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pourrait nous reprocher, nous Français, aujourd'hui? D'être français déjà. D'être français. Nous sommes en guerre, ou plus exactement, l'islam radical est en guerre avec nous depuis 40 ans. Oui. Je vous rappelle le détournement de l'Airbus, enfin 30 ans en tout cas. Non, mais par rapport à ce qui s'est passé entre l'Ukraine et la Russie, est-ce qu'il y a un stade supérieur qui est passé? Non. On a, je veux dire, ils ont plusieurs ennemis. La Russie est un ennemi régional parce que la Russie contrôle l'Asie centrale et que l'État islamique veut s'implanter et augmenter son implantation, l'élargir en Asie centrale. Mais nous restons un ennemi parce que nous sommes un pays laïque qui opprime à leurs yeux les communautés musulmanes et qui fait la guerre à l'islam depuis 40 ans. En fait, ils marchent dans les pas qui ont été ceux du GIA algérien, d'Al-Qaïda et d'autres groupes qui leur ont succédé. Allez, le communiqué de Daesh est très clair. Ils s'en prennent pas à un État laïque, ils s'en prennent aux chrétiens. Parce que, à ma connaissance, les Russes, c'est pas un État laïque. Donc Daesh a dit, on s'en prend aux chrétiens. Donc tous les chrétiens du monde, notamment en Afrique, où ils sont très très touchés, peuvent être touchés par Daesh. Allez, une petite réaction d'Hervé d'Antony. Hervé, vous êtes avec nous?
La géopolitique, c'est intéressant. Je crois que vous oubliez l'essentiel, c'est-à-dire l'idéologie. Sur quoi s'appuient ce qu'on appelle les djihadistes, parce que je vous rappelle que le djihad, ça veut dire la guerre sainte, que c'est un concept qui a été forgé par l'islam, que quand vous dites islam politique, je crois que il y a rien de plus stupide de dire islam politique, puisque l'islam a toujours été politique dans la mesure où quand Mahomet et ses armées, si vous voulez, ont pris le pouvoir, ils ont installé un État historique. Donc, en fait, ce que vous appelez les djihadistes, ils ne sont puissants que par leurs mots, leur vocabulaire que vous reprenez. Et c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire qu'on ne voit pas que pour pouvoir lutter vraiment contre le djihadisme ou le terrorisme islamique ou islamiste, il faut faire une critique des textes. Il faut faire une critique comme les philosophes du XVIIIe siècle ont fait une critique du christianisme. Tant qu'on ne fera pas la critique, si vous voulez, de l'islam historique, on n'y arrivera pas, bien évidemment, parce qu'il s'appuie là-dessus sur des idées assez simples et assez simplistes pour pouvoir enrôler les futurs djihadistes. Merci beaucoup Hervé, merci beaucoup Claude Moniquet d'avoir été avec nous. Président du Centre européen pour la recherche stratégique et la sécurité et ancien agent de la DGSE. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, le quiz de l'actu avec Philippe Bilger, avec Joseph Touvenel et avec Jean Dorido. Et ben ça promet, je vous le dis tout de suite. Et Hervé sera avec nous d'Antony. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence.